22. Bonsoir à tous. Désolé du petit contretemps pour installer tout le monde. On ne pensait pas qu'il y aurait autant de monde, du coup, si on avait su, on aurait pris un amphi un peu plus grand, mais voilà, je suis désolé, vous excuserez si vous avez des amis qui n'ont pas pu rentrer, on est vraiment navrés, c'était pas l'objectif. Arrêtons de pleurer, il est l'heure du débat. Merci à tous d'être venus. Vous avez le droit de mettre l'ambiance, vous avez le droit de crier, de pleurer, d'applaudir, de faire l'amour, ce que vous voulez. Vous êtes les bienvenus et on vous remercie très sincèrement de prendre part à ce premier événement. Yannick Assouline va vous annoncer le jury qui arbitrera ce débat entre Aix et Assas. Merci d'applaudir Monsieur le recteur de l'Académie Aix-Marseille, Bernard Beignet. Monsieur le vice-procureur de la République, Rémi Avon. L'avocat pénaliste, Maître Baduel. Encore un avocat pénaliste, Maître Repstock. Les professeurs Ariane Vidal-Naquet. Et Hélène Thomas. Accueillons désormais les équipes qui vont s'opposer ce soir. Ils sont venus de Paris pour affronter nos poulains. Veuillez accueillir l'équipe de Révolte-toi Assas. Cette équipe parisienne est composée de Madame Manon Tapie, Monsieur Gabriel Monod, Monsieur Paul-Henri Devez et Monsieur Gabriel Monod. Et enfin, c'est leur premier choc, c'est leur premier débat parlementaire. Veuillez accueillir l'équipe d'Aix-Éloquence. Monsieur Pierron, Monsieur Léopold Franck, Monsieur Valentin Guéhiret. Avant toute chose, c'était pas prévu, mais je voulais dire que je suis vraiment très ému et je pense, je peux parler aussi au nom de mes camarades. Quand on a créé cet asso en septembre, qu'on s'est lancé, qu'on est parti de rien, jamais j'aurais pensé qu'aujourd'hui il y aurait autant de monde et qu'il y aurait une telle ferveur avec un si beau jury, autant de public. Alors merci beaucoup, si on est là c'est grâce à vous aussi. On est poète et on devient orateur, nous disait Cicéron. Libre à vous, si vous le souhaitez, de vous sentir l'âme d'un poète pour brûler de ce désir de retranscrire l'ineffable du sentiment humain ou de conter fleurette à la petite étudiante de L1. Si c'est ce que vous voulez, cela ne nous regarde pas. Quand on analyse cette phrase, on voit que l'orateur n'est orateur que parce qu'il a appris. Le fait d'être orateur
la capacité à s'exprimer en public, à véhiculer un message, c'est quelque chose qui s'apprend. Nous aurons tous besoin de convaincre un jour, que cela soit dans notre vie professionnelle future. Par futur, je ne voudrais pas vexer ceux qui sont au rattrapage, et même au-delà de notre vie professionnelle, plus simplement, à chaque fois qu'à un moment, même dans notre vie quotidienne, on va être amené à s'exprimer en public. Nous avons besoin de convaincre. Les mots sont une arme pour y parvenir. C'est pour cette raison qu'en septembre, on a créé cette association, Ex-Éloquence, avec un groupe d'amis composé de Yannick Assouline, notre trésorier, Alexandre Canorian, notre autre trésorier, Bastien Bénéjam et Claire Michel, nos secrétaires. Notre objectif en créant, c'était d'offrir la possibilité à ces personnes qui n'avaient jamais pris la parole en public et qui souhaitaient justement suivre une formation qui les rende capables de se livrer à ce type d'exercice, de pouvoir la suivre. Pour ça, nous nous sommes réunis toutes les semaines et nous avons mis en place des exercices de rhétorique, des exercices d'improvisation et également cet exercice si particulier qu'est le débat parlementaire, celui que vous allez voir se dérouler sous vos yeux ce soir. Deux équipes s'affrontent sur un projet de loi fictif. Ce gouvernement autoriserait le port d'armes pour tous. Charge alors à nos jeunes orateurs aixois d'incarner ce projet de loi, de le porter face à nos terribles amis d'Assas qui devront s'opposer à cette motion. J'en profite d'ailleurs pour remercier au passage nos amis d'Assas qui nous font le grand plaisir et l'honneur aussi d'être parmi nous ce soir. Sans eux, rien n'eût été possible. Bien sûr, pour plaider, il faut être deux. Pour qu'Aix gagne, il faut qu'Assas perde. Le magnifique jury que nous avons le plaisir également d'accueillir ce soir sera chargé de juger, d'arbitrer ce débat et de donner l'équipe vainqueur de ce grand choc qui participe au championnat de France de débat organisé par la Fédération française de débat et d'éloquence dont nous sommes membres. Un grand merci donc à tous ces professionnels du monde du droit et autres de nous avoir fait le plaisir de venir. Comme quoi, il n'y a pas qu'à Paris qu'il y a des gens brillants et compétents. Alors, pour conclure et avant de donner la parole à monsieur le recteur Bernard Beignet, nous espérons que le travail que nous avons fourni toute cette année nous permettra de vous offrir ce soir un beau spectacle. Soyez indulgents, mais soyez vivants. Et finalement, quand vous sortez, n'oubliez pas quelque chose que je pense est très important, c'est notamment quand c'est temps difficile, l'éloquence et les mots sont parfois les plus belles armes face à l'ignominie et à la bêtise de l'homme. Merci. Nous accueillons maintenant monsieur le recteur. Monsieur le Président, Monsieur le Procureur, Maître, mes chers collègues, chers étudiants, c'est toujours un grand plaisir évidemment pour un recteur, professeur de droit de retrouver un si bel amphithéâtre comme celui-ci, de ces très vieilles maisons. Votre faculté, pour ceux qui sont d'Aix, est une des plus anciennes de France, parmi les 5 plus anciennes facultés de droit de France. Vous dire aussi que c'est un plaisir très vif d'être dans un jury qui va tester à vous votre éloquence. Quand on entre dans une faculté de droit, quand on s'inscrit en première année, il y a très peu d'étudiants qui savent pourquoi ils s'inscrivent dans une faculté de droit.
Les quelques-uns qui savent pertinemment pourquoi ils s'y inscrivent, en général, ne réussissent jamais ce pourquoi ils s'inscrivent, ils vont vers d'autres buts. Vous avez évoqué tout à l'heure l'hypothèse qu'en deuxième année se nourraient des unions matrimoniales fondées sur les articles 212 et suivants du Code civil, complétés par les articles 1391 et suivants. Cela peut arriver, mais ce n'est pas la vocation principale de nos établissements. 75% des diplômés en droit ne deviendront jamais juristes de profession. Volontairement, ils vont se diriger vers quantité de métiers. Et si un jour vous avez la curiosité de regarder ce que sont devenus vos prédécesseurs, vous serez extrêmement surpris des très belles réussites professionnelles. Et il y a quelques années, puisque pendant 10 ans, j'ai eu la joie, l'honneur d'être doyen de la faculté de droit de Toulouse, l'un de mes étudiants, ayant pris une direction vraiment très éloignée du monde juridique, je lui demandais pourquoi il avait fait des études de droit et à quoi ça lui servait présentement. Et il m'a dit une chose auquel je croyais depuis très longtemps. Un juriste, quand il a fait ses 4-5 années de droit, c'est quelqu'un qui sait construire de façon rationnelle un discours et qui sait s'exprimer avec cohérence. Et encore ce matin, un de mes anciens étudiants, qui est aujourd'hui un brillant banquier londonien, me disait surtout, en France, ne touchez à rien des études de droit, car je puis vous assurer que lorsqu'on quitte les frontières, le Made in France des facultés de droit est très apprécié. Savoir construire un plan, vous êtes martyrisé dans les travaux dirigés, ne venez pas l'avouer devant moi, mais au fond de vous-même, vous le pensez un tout petit peu, vous êtes martyrisé sur l'apprentissage de faire tel ou tel plan, mais plus tard dans votre vie, quel que soit le métier que vous ferez, eh bien, vous vous souviendrez de cette école de rigueur que vous avez appris sur ces bancs. Et puis vous exprimez, votre camarade vient de vous le dire, ceux d'entre vous qui deviendront, comme certains membres du jury, magistrats, ou bien les autres avocats de la société qui sont le parquet, ils ont besoin de savoir s'exprimer correctement dans la vie. Vous connaissez tous, bien sûr, Aubry Hérault, illustre auteur que l'on enseigne dès la première année. Un de mes collègues me disait, vous savez, monsieur le doyen, quand on parle de Aubry Hérault au Toulousain, il pense que c'est une seule personne et qu'elle est espagnole. Mais Aubry Hérault, dans leur fameux traité, que plus personne ne lit aujourd'hui, mais si vous avez la curiosité d'aller le feuilleter, Aubry Hérault, dans les premières pages, donne des conseils aux étudiants en droit. Et parmi ces conseils, lire des livres de rhétorique. Et Aubry Hérault conseille aux étudiants de travailler l'éloquence parce que, disent-ils, bien sûr les temps ont changé, le travail d'un juriste est d'abord un travail oratoire. Regardez un jour, et vous le trouverez facilement aujourd'hui par Internet, comment le général de Gaulle, en 1946, prononce un discours que vous avez tous étudié en première année, qui est le fameux discours de Bayeux, dont on dit qu'il a été les fondements de la Constitution actuelle. Regardez attentivement le film. Le général de Gaulle avait préparé, avec Michel Debré d'ailleurs, ce discours où se trouvent énoncés tous les principes que l'on va retrouver en 1958. Et il tient à la main le discours, pour montrer qu'il l'a bien préparé. Voilà, il tient à la main le discours. Et pas une seule fois, il ne regarde le discours, et il le prononce en l'ayant totalement appris, et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que le texte prononcé est légèrement différent du texte qui a été écrit. Votre camarade vient de vous le dire, très souvent, dans la vie courante, la force de conviction passe par la capacité à convaincre, à l'art oratoire et à savoir convaincre son public. C'est quelque chose qui vous servira tout le temps, quel que soit le métier qui soit le vôtre, que vous soyez avocat, que vous soyez magistrat, que vous soyez même notaire, et pourtant, a priori, un notaire n'a pas à faire de grands discours, et même si vous vous éloignez
des professions strictement juridiques. Voilà, c'est donc un beau succès pour vous que d'avoir cet amphithéâtre plein. Je vais naturellement le signaler immédiatement aux doyens, parce que je suis persuadé que certains professeurs n'arrivent pas à remplir cet amphithéâtre. Donc, cher Baptiste, bien sûr qu'on attend vos résultats à hauteur de ce succès de ce soir, mais c'est un très beau succès. Les deux équipes vont s'affronter parfaitement à égalité. Je me sens d'une neutralité absolue dans cela, puisque je suis chancelier de votre université et de votre faculté, et j'ai fait l'intégralité de mes études à Assas, de la première année au doctorat. Donc le Toulousain que je suis se trouve à mi-chemin entre les deux pour apprécier tout cela selon bien sûr l'article 6, paragraphe 1er de la CEDH sur le procès équitable. Je vous suspecte légèrement d'avoir orienté les débats du côté Calisson tout à l'heure. Merci à vous tous et surtout prenez du plaisir à ce que vous faites. Bonne soirée. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Bien, honorables membres du jury, Madame, Messieurs de l'opposition, mes chers collègues du gouvernement que je chéris ce soir. Suite à un récent vote unanime sur l'assouplissement de l'usage des armes par les forces de l'ordre, dont je me réjouis bien évidemment, le moment est venu. Le moment est venu pour la France. Il est plus que jamais temps qu'elle retrouve la place qui est la sienne, la place d'un pays meneur, d'un pays précurseur, un pays leader et un pays soucieux des problèmes de ce monde. C'est pourquoi, soucieux d'une violence croissante et à contrer, soucieux d'idéologies menaçantes et à bannir, soucieux d'une sécurité et d'une économie à revaloriser, il nous faut, aujourd'hui et dès maintenant, faire place à la lucidité, à la fermeté et à l'audace. Cette quiétude qui nous guette réside donc dans la volonté de faire renaître un vieux débat, un débat certes connu de tous, mais qui cette fois, aujourd'hui, est à la lumière des problématiques nouvelles. L'exécutif que je représente projette donc d'instaurer le port d'armes à feu pour tous et de l'autoriser. Mais vous me direz, mesdames, messieurs les parlementaires, il serait évidemment irresponsable et incongru de notre part d'avancer devant la forteresse du peuple que vous êtes et que nous sommes, je crois, un tel projet, sans en exposer des modalités et des garanties essentielles et primordiales au maintien de bonnes mœurs, au maintien de l'éthique républicaine, dont nous, moi aussi, et vous aussi, nous sommes les garants. Bravo! Bravo! Car oui, mesdames, messieurs, le port d'armes pour tous, ce n'est pas le port d'armes pour n'importe qui. Et le port d'armes, ce n'est pas non plus le port de n'importe quelle arme. Ainsi, le gouvernement et son ministre de l'Intérieur, le député Swerst, qui viendra ici, guidé par une éloquence trégolienne, vous faire valoir ces conditions fondamentales et législatives au port d'armes. Il sera intransigeant sur la détention de la nationalité française, de la majorité, de la transparence aux yeux de la justice, mais aussi de la médecine. Il insistera évidemment sur l'obligation d'effectuer un stage délivrant un permis, sur la réglementation de certaines catégories d'armes, bien sûr, mais aussi sur la force et l'indépendance maintenues par les pouvoirs judiciaires. Dans l'objectif d'assurer une parfaite réglementation, mais aussi une parfaite distribution de ces armes, et pour, je le crois, redynamiser nos économies, redynamiser le secteur de l'emploi, nous allons créer l'Institut national de la sécurité,
que vous me ferez le plaisir, s'il vous plaît, d'appeler INS. Ainsi, mon ministre de la Défense viendra devant vous. Il y exposera la nécessité de la financer, mais également, je crois, le besoin d'amour qu'il nous faut témoigner à l'égard de nos armes, mais aussi de nos concitoyens. C'est pourquoi le ministre vous parlera d'amour, cet amour qui est le nôtre. Car vous l'aurez bien compris, cette loi, mesdames, messieurs, c'est une loi visionnaire, une loi permissive, je dirais, qui a pour seul but d'assurer la sécurité des Français, mais aussi de leur garantir de l'emploi et de la richesse. Car ça n'est certainement pas là la nécessité. Il ne faut pas nous faire retomber dans des westerns à la Tarantino, nous faire retomber dans des calaches échargés à la Caris. Il nous faut nous faire retomber dans une France forte et qui se défend. Alors toi, Française, toi, Français, toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu peux savoir que si demain tu vas en concert et qu'on embête ton pote, tu pourras sortir ton Glock. J'appelle à la barre la charmante première députée de l'opposition. Monsieur le Premier ministre, messieurs les ministres, mesdames et messieurs les membres du jury, chère Assemblée. Cette Assemblée a vu, il y a 35 ans, défendu sous ses yeux l'abolition de la peine de mort. 35 ans après, tel un frissonnant retour en arrière, un vieux débat, comme vous le disiez, monsieur le Premier ministre, on voudrait vous imposer l'autorisation pour chaque Français de porter une arme à feu. Votre gouvernement, monsieur le Premier ministre, ne sait décidément plus quoi proposer pour donner l'illusion du changement et du progrès. L'illusion d'un pays meneur, précurseur, leader et visionnaire. Parce qu'en effet, le projet de loi qui vous est soumis aujourd'hui vise concrètement à donner à chaque Français le pouvoir de vie et de mort sur ses semblables, prérogative que l'État lui-même a abandonnée en 1981. Un État que vous ne semblez plus pouvoir représenter dignement. Il faut ici bien comprendre de quoi est-il question. Dans le fait d'autoriser le port d'armes. Un couteau peut tuer, certes, mais il a été fabriqué pour cuisiner. Une batte de baseball peut tuer, mais elle a été conçue pour jouer. Une ampoule peut tuer, Claude François. Pour autant, elle a été conçue pour éclairer. Une arme à feu peut tuer, mais elle a été conçue pour tuer. Un homme, un animal, mais une arme à feu, par définition, sert de prime abord à tuer. Regardez les chiffres, les statistiques. Aux États-Unis, État autorisant le port d'armes, il y a 8850 morts par an par arme à feu, contre seulement 430 en France. Aux États-Unis, État autorisant le port d'armes, 2 enfants mineurs par semaine s'éteignent sous le coup tiré d'une arme à feu. Chez les jeunes, chez vous, chère Assemblée, les 18-25 ans, la première cause de mortalité en France est les accidents de la route. Voudriez-vous que l'arme à feu vienne s'y ajouter et lui passer devant comme c'est le cas aux États-Unis? Aujourd'hui, l'opposition se doit de prendre la parole pour se battre contre ce projet de loi. Le député Monod viendra lutter contre ce projet en vous exposant que le port d'armes aurait pour conséquence de créer un climat de danger pour tous. Pour sa part, le député Devez ne pourra s'empêcher de venir se défendre contre ce projet, pour démontrer que le réel danger de cette loi réside non pas dans le fait d'armer les Français, mais dans le fait d'armer la peur des Français. Pour ma part,
je voudrais que vous gardiez à l'esprit que cette loi viendrait entraver le travail pourtant admirable de nos services de police et de sécurité. Cette loi retire l'opportunité de prévenir les morts, les infractions, les meurtres, les actes terroristes. Cette loi crée une opportunité criminelle aux individus qui ne peut pas être stoppée au stade des actes préparatoires. Un homme armé est évidemment un homme dangereux. Alors, si vous décidez de voter en faveur de cette loi, nous ne pourrons distinguer l'homme dangereux des autres. Vous vous imaginez les services de police débarquer dans un appartement d'une cité de Marseille, tomber sur des hommes armés jusqu'aux dents, se préparant à commettre l'irréparable, et ne pouvant les arrêter parce que vous aurez légalisé le port d'armes. Alors s'il vous plaît, ne venez pas autoriser les actes préparatoires. Permettez à nos forces de l'ordre de prévenir le crime. Ne vous rendez pas complice d'une telle légalisation qui ne viendrait que permettre de réprimer les infractions une fois commises. Monsieur le Premier ministre, chers membres du gouvernement, vous nous expliquerez sûrement que votre loi permettra à chaque Français de se défendre face au mal. Eh bien, face au mal que vous nous proposez aujourd'hui, j'ai préféré me défendre par la vivacité et le retentissement des mots. Parce que oui, comme le disait Monsieur le Président Daligo, les mots sont une arme pour y parvenir face à la bêtise et à l'ignominie de l'homme. J'ai préféré me défendre par les mots plutôt que par le bruit assourdissant du tir d'une arme qui retire à un homme sa vivacité et ses mots. Le gouvernement est appelé à la barre. Mesdames et messieurs, les propos tenus auparavant par le chef de l'opposition m'ont fortement irrité. Je cite, « Chaque Français a le droit de vie et de mort sur les autres. » Madame, avez-vous écouté les propos du Premier ministre? Si vous aviez écouté, vous sauriez que tous les Français n'auront pas le droit d'en posséder une, car nous avons fixé des conditions qui sont fixées par l'état de droit, car nous sommes en France. Vous nous avez cité je ne sais quelle statistique sur les États-Unis. Dois-je vous rappeler que le Canada est aussi armé que les États-Unis, 88 armes pour 100 habitants, telles que les États-Unis. C'est faux. Mais madame... Non, c'est vrai. Madame, nous n'avons jamais entendu parler d'autant de fusillades qu'il y a aux États-Unis. Car je pense que c'est un problème culturel qui concerne les États-Unis, mais vous semblez être plutôt fan de ce pays. Vous nous avez aussi cité les cités de Marseille. Mais pourquoi discriminer ces habitants de ces quartiers qui souffrent déjà tant? Oui, mesdames et messieurs, cette loi, elle est belle, elle est grande, elle est à la hauteur de la France. Comme l'a dit notre très cher Premier ministre, l'insécurité gronde. Les Français ont peur. Cette loi, elle cherche à restaurer la sécurité publique, celle que mérite l'ensemble de nos concitoyens. L'insécurité, elle n'est pas nouvelle, elle tend même à se banaliser. Car oui, dois-je vous rappeler la terrible tuerie qu'a connue Paris en novembre dernier? Dois-je vous rappeler également l'attentat qu'a connu un grand hebdomadaire national en janvier 2015? Dois-je également vous remémorer la terrible attaque qu'a connue le sol français en mars 2012? Car oui, le 19 mars 2012, une petite fille de 8 ans s'est levée le matin. Elle a déjeuné, elle s'est habillée et elle a pris le chemin de l'école. Durant son trajet, elle pensait sûrement retrouver ses copines de classe et la voix tendre de son professeur. Mais pensait-elle qu'elle ne rentrerait jamais chez elle le soir? Pensait-elle qu'un homme, un individu,
un forcené, un être abject, rentrerait dans son école pour tirer une balle dans la tête à bout portant sur cette petite fille de 8 ans. Je trouve cela atroce. Je trouve cela révoltant. Ce genre d'événements, ils ne doivent pas se répéter. Car nous sommes en France, un pays libre et civilisé. Bravo! Cette loi, elle va dans ce sens. Ce n'est pas une solution magique, mais c'est une arme que nous brandissons. Vous pouvez vous rasseoir. Certes, j'entends déjà les colibets qui me diront « Pensez-vous, monsieur, que si un personnel de l'école avait été armé, cette tuerie aurait été empêchée ?» Bien sûr que je ne peux pas le prédire, mais je suis de ceux qui pensent qu'une probabilité de réussite de 1% est toujours mieux qu'une probabilité de 0. Le peuple de France, il doit s'armer contre cette menace qu'est la criminalité et le terrorisme. Avec cette loi, c'est la sécurité qui va primer. Il n'est pas question ici d'organiser des fusillades publiques comme on organiserait une soirée. L'arme à feu, c'est avant tout une arme de dissuasion. Personnellement, je n'attaquerai pas un homme qui se balade avec un Colt 45 à la taille. L'attrait principal de cette loi, messieurs, c'est bien de pouvoir se défendre. Car les criminels n'ont pas attendu l'État français pour pouvoir se fournir en Kalachnikov made in Bosnie. En outre, il est important de souligner que la majorité des homicides en France est commise avec des armes détenues illégalement. Cela montre bien que les victimes, ce sont ceux qui ne possèdent pas d'armes. Ce sont ceux dont la loi leur interdisait l'accès. C'est pourquoi j'ai envie de dire au peuple de France, sortez les guns. Et si les chargeurs sont vides, sortez les chiens. Car oui, la République, elle ne peut faire de compromis. La France, elle a les yeux revolver et elle a le droit de les garder. Pour combattre les assassins, tout est permis. Le peuple de France ne restera pas assis. Il a le droit de se sentir défendu. Cette loi, c'est aussi une garantie judiciaire et institutionnelle. Notre Premier ministre l'a dit, les armes autorisées iront de la catégorie B à la catégorie D1. Vous vous en doutez, il ne s'agit pas de laisser une personne se promener tranquillement sur le cours Mirabeau avec un M16 en bandoulière. Pour porter une arme, il faut être français, avoir plus de 18 ans, être sain sur le plan cérébral et avoir un casier vierge. Pour contrôler ces armes, nous allons étendre les pouvoirs du juge des libertés et détention qui régulera l'attribution des armes. Pensez à conclure, s'il vous plaît. Vous l'aurez compris, un Français armé, c'est un Français libre. Libre dans ses actes et libre dans sa tête. La parole est à l'opposition. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du jury, chers amis de l'opposition, membres du gouvernement. Aujourd'hui, je suis député de Paris et je viens en paix. Mais, pourtant, c'est des mots de guerre que j'ai entendus ce soir. J'ai entendu des mots de guerre, des mots qui étaient pour moi de la mauvaise foi. Une mauvaise foi du gouvernement. Quand le gouvernement, par le biais de Monsieur le Ministre, d'ailleurs anciennement président des Républicains, veut s'armer contre le terrorisme et restaurer la sécurité publique. Votre exemple, j'imagine que c'était sans doute la petite Julia. Vous n'auriez pas aimé que votre petite Julia se balade dans le parc et là, boum, un gangster la tue. C'est ce qu'on appelle un crime politique. Et Monsieur le Premier ministre, j'aimerais vous dire quelque chose.
Vous appelez votre loi une loi d'amour pour les Français. Eh bien, croyez-moi, et j'en sais quelque chose, c'est par l'amour qu'on fait les plus grandes folies. Et la folie du gouvernement, elle est bien là. C'est celle d'armer tous les citoyens. Et quand je vous entends, j'ai envie de me procurer un pistolet à fleurs, histoire de tuer le temps. Monsieur, ne pensez-vous pas que si mon ministre avait été armé, il aurait pu défendre la petite Julia? Déjà, votre ministre n'aurait sans doute pas été avec sa petite fille, il aurait sans doute travaillé au ministère, il aurait été incapable d'aider sa pauvre petite fille, ou peut-être, se serait-il servi de ses propres gardes du corps pour protéger sa fille. Croyez-moi, autoriser le port d'armes à feu aurait pour conséquence d'installer un climat de danger permanent en France, un climat anxiogène. En principe, et c'est quand même important de le dire dans une faculté de droit, l'État détient le monopole de la violence légitime. L'État a les yeux revolver, le regard qui tue. Et autoriser le port d'armes à feu, cela annihilerait ce monopole de l'État, qui est le garant de notre sécurité publique. Cela provoquera un abandon de ses prérogatives régaliennes au profit des individus qui souvent ne sont pas aptes à juger s'ils sont en légitime défense ou non. C'est aux magistrats, éventuellement aux avocats de les conseiller, mais souvent ils sont là après les faits. En d'autres mots, le gouvernement signe un cruel aveu de faiblesse, parce qu'il a compris qu'il ne pouvait plus assurer la sécurité des Français. Il devait leur donner une arme pour qu'ils assurent leur propre sécurité, peut-être même une justice personnelle ou une porte ouverte aux actes de vengeance. On assisterait à un démantèlement de l'État, qui ne sera plus l'acteur de la sécurité des individus. Une remise en cause du contrat social, c'est bien cela que vous proposez. Et en remettant en cause ce contrat social, vous détériorez la paix sociale et vous laissez une autre porte ouverte à la guerre civile. Madame la leader de l'opposition l'a très bien rappelé, si l'État a compris qu'il n'était pas légitime pour décider de la vie et de la mort des individus en 1981, pourquoi aujourd'hui l'État devrait donner à un individu l'opportunité et le pouvoir de vie et de mort sur ses pairs? Ce climat, un climat anxiogène, je vous l'ai dit, un climat anxiogène sous prétexte qu'un individu qui serait potentiellement armé pourrait être jugé suspect par la police, qui pourrait ouvrir plus facilement le feu. Et qu'est-ce que cela a amené aux États-Unis? Des émeutes et presque la guerre civile. Vous pourriez mourir sur un malentendu. Vous pourriez même mourir ou prendre une balle pour ne pas avoir dit bonjour. Croyez-moi, je suis attristé de voir ce gouvernement. Attristé, et j'aimerais vous donner plusieurs exemples, car aujourd'hui déjà, les armes à feu sont un problème. Dimanche, jour de l'ouverture de la chasse, dans la Loire, un chasseur tuait son frère d'un coup de fusil. Quelques heures plus tard, un détenu de la prison de Vars, Grenoble, était abattu par un tireur situé à 300 mètres à l'extérieur de l'établissement. Homicide involontaire dans un cas, homicide volontaire dans l'autre, mais dans les deux affaires, c'est un particulier qui, dans les mains, tient une arme. Une clé, s'il vous plaît. Maladresse, coup de folie, règlement de compte, tous les jours ou presque de tels drames se produisent en France. Alors, me vient cette question, mais qu'est-ce que le gouvernement fume? Ne faites pas confiance à ces serpents qui sifflent sur vos têtes en dessinant le sombre dessin d'un futur sanglant, dans lequel le crime devient l'affaire de tous, où l'homme honnête devient l'assassin, où l'homme de foi ne se reconnaît plus. Mesdames et messieurs de la représentation nationale, aujourd'hui, votez sèchement contre cette motion. Parce que demain, peut-être que vous serez victime d'une arme à feu pour ne pas avoir dit bonjour. La parole est au gouvernement.
Monsieur le Président, chers membres du jury, chers amis de l'opposition, chers amis du gouvernement, comme l'a superbement rappelé Monsieur le ministre de l'Intérieur, la France a vécu des choses que rien ne saurait effacer. Et c'est le rôle de l'État que de répondre. Alors j'ai entendu violence légitime, contrat social, autant de mots valises, autant de mots vides de sens auxquels on fait dire n'importe quoi. Mais parfois, mesdames et messieurs, les mots ne suffisent plus. Ces mots ne suffisent plus. C'est pourquoi nous entendons développer le secteur de l'armement, pour plusieurs raisons. En France, 2,86 millions de chômeurs. Autant de potentiel que nous n'exploitons pas. Autant de gens que nous laissons sur le côté de la route. Et d'après l'étude que nous avons réalisée avant de proposer cette loi, au dernier trimestre 2016, nous arriverions à plus de 200 000 demandes d'armes à feu, ce qui nous permettrait de créer 10 000 emplois à peu près, 10 000 emplois, dont une partie serait affectée à la manufacture de ces armes et l'autre à la tenue d'un stage obligatoire de sensibilisation en base militaire de 20 heures pour tout possesseur, pour tout acquéreur d'armes à feu. Nous voulons donc créer de l'emploi et réhabiliter le savoir-faire français. Nous ne pensons plus seulement à l'export des armes à feu, mais nous pensons, mesdames et messieurs, à l'intérieur. C'est une loi de protection individuelle, mais ce n'est pas le choix de la violence. C'est celui de la sécurité et du développement. Monsieur le député, je vous écoute. Monsieur le ministre, vous promettez de l'emploi dans l'armement. Promettez-vous aussi de l'emploi dans les pompes funèbres? Monsieur... Je vois que l'opposition a de l'humour. Mais cet humour ne me fait pas rire, car je le trouve bien malsain et bien noir. Les pompes funèbres sont déjà bien actives, monsieur, bien trop actives. Dois-je vous rappeler les événements récents? Je n'ai pas envie que ça recommence. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, pour encadrer tout cela, je disais donc que nous allons créer l'Institut National de la Sécurité, l'INS, qui sera en charge de la régulation du secteur. Et l'INS sera dirigé par un commissaire aux armes à feu. Ce commissaire aux armes à feu sera quant à lui en charge de la délivrance des différents permis et de l'application des conditions strictes de la loi. Établir un commissaire aux armes à feu, c'est donner au gouvernement les moyens d'incarner cette loi, au service de la sécurité, au service de l'état de droit, au service des Français, au service de la République. Bravo! Mesdames et messieurs, tout ceci, bien sûr, ne serait rien sans amour. Car j'ai bien l'intention de vous parler d'amour, de cet amour qui nous unit tous, Français, et de cet amour qui unit un homme et son fusil. Ces petits regards complices, ces petits instants Nutella, ces petits moments où la solitude disparaît. Comme disait l'un de nos plus grands poètes, François Valéry, aimons-nous vivants avant que la mort nous trouve du talent. Mesdames et messieurs, ça, c'est mon fusil. Il y en a beaucoup comme ça, mais lui, c'est le bien. Mon fusil, c'est mon meilleur ami. Lui, c'est ma vie. Je dois en être maître, comme maître de ma vie. Sans moi, mon fusil n'est rien. Sans mon fusil, je ne suis rien. Mesdames et messieurs, aller dans le sens de cette loi, c'est certes aller dans le sens de l'amour. C'est aller dans le sens également de l'esprit de la France. C'est aller dans le sens d'un Victor Hugo qui voulait que la République ait deux noms, qu'elle s'appelle liberté et qu'elle s'appelle chose publique. Bravo! La parole est à l'opposition. Membres du gouvernement, Monsieur le Président,
Mesdames, messieurs du jury, collègues de l'opposition, je suis député de Paris aussi, et pour certains, je viens en traître. Comme le disait Colette, je suis orphelin d'un pays que j'ai quitté. Ce pays, c'est ici. J'imaginais des retrouvailles plus chaleureuses. Oui, à vous entendre, monsieur Bon, sachez que, tout d'abord, je n'ai aucune animosité envers vous. Je vous ai, moi aussi, d'ailleurs, toujours considéré comme un ami. Il nous est même arrivé de déjeuner ensemble. Voyez-vous, à vous entendre, je me dis que j'ai peut-être eu tort de partir. Ouais. Finalement, débattre de la sorte me fait penser qu'il y a des arguments économiques de premier plan que vous n'avez pas développés. Oui, plus de violence, car plus d'armes, ça donne plus de condamnations, donc plus de travail pour les juristes de tout notre pays, plus de travail pour les juges, plus de gens en prison, pourquoi pas, après tout c'est intéressant. C'est vrai que le budget de la justice aujourd'hui est très conséquent, c'est pas mal. En fait, d'ailleurs, on pourrait même pousser l'argument plus loin. On gagnerait du temps, puisque, étant donné que tout le monde aura accès à une arme, les gens qui voudront, par exemple, de manière totalement ironique, se suicider à Paris en se jetant sous un métro ne le feront plus, ils resteront chez eux. C'est pas mal, intéressant. Bon, revenons-en aux faits quand même, trêve d'ironie. Moi je suis ici pour vous démontrer en quoi armer chaque citoyen ne fera qu'armer la peur, armer la déraison. Et c'est ce que vous avez souhaité tout à l'heure, monsieur le ministre, armer la peur. Comme le disait le député Monod, armer les citoyens, c'est créer du danger. Ce danger créera la peur. La peur mène à la colère mène à la haine, et la haine mène à la souffrance. La souffrance mène au côté obscur. Nous avons Maître Yoda avec nous aujourd'hui. Messieurs du gouvernement, vous nous proposez aujourd'hui un chaos. Un nouveau western où chacun aurait un colt à sa ceinture. Une ruée vers l'ordre, en somme. L'ordre juste, c'est juste de l'ordre. La phrase est connue, mais elle est aujourd'hui très vraie. Messieurs du gouvernement, on ne peut confier cette tâche à un citoyen lambda, de préserver l'ordre. Une société où tout le monde est armé est une société incertaine. Mettons, 99% de la population est responsable, raisonnable. Que faire des 1% restants? Donner une arme à chaque individu, c'est lui donner un pouvoir. Et un grand pouvoir demande de grandes responsabilités. Le citoyen guidé par ses instincts agira de manière déraisonnable face à la peur. C'est instinctif, nous en sommes tous capables ici. Cette peur, c'est vous qui la braquez sur nous aujourd'hui. Et nous serons sans défense face à elle si votre projet venait à passer. Seul un fou, dit le dicton, peut donner un pistolet chargé à un idiot. Car oui, sous la peur, nous agissons de manière idiote, car déraisonnable. Je vous prédis, messieurs du gouvernement, qu'à chaque fait divers, à chaque tuerie, à chaque massacre, vous aurez autant de morts sur votre conscience. Monsieur Bon, vous avez une question? Monsieur, à part la peur, avez-vous un argument? Il me semble, si vous avez bien écouté, que finalement la peur c'est votre argument pour faire passer un projet de loi qui est, somme toute, inutile, au moins inefficace. Vous avez rappelé les heures sombres que nous avons connues il y a peu de temps. Mais vous étiez en province, étiez-vous à Paris pour voir le danger? Je ne crois pas. Je fais évacuer la salle, calmez-vous. Je vous ai parlé de conscience. La conscience, c'était aussi un témoignage d'une femme. D'une femme forcément texane, aux États-Unis, un témoignage paru dans Washington Post l'année dernière. Élevée avec des armes, elle a appris dès sa plus tendre enfance à tirer. Elle visait juste, toujours bon à l'adolescence, elle s'amusait avec ses amis en fête foraine, décrochait des peluches. C'était pratique, bien utile. Aujourd'hui, sa seule crainte, c'est d'avoir une arme sous son toit, que ses enfants puissent mettre la main dessus. Accident domestique, on en a parlé, massacre dans des lycées comme à Colombine. L'exemple est certes facile pour vous, mais les écoles ne doivent pas devenir des champs de tir. Dans ces jeux-là, messieurs du gouvernement, retenez-le bien, il n'y a ni gagnant, ni peluche. La parole est au secrétaire général du gouvernement.
sieste-toi. À 22h et que ça coûte 5 euros. Allez, on s'en va. Messieurs les députés de l'opposition, je vois que vous avez pris. C'est le tout pour remaniement gagner. ministériel en prévision. T'as raison. Mes chers membres du jury, mes chers amis estimés de gouvernement, chers députés de l'opposition, Madame la première députée, vous avez dit, vous avez fait le lien entre la peine de mort et le port d'armes à feu. Alors je me suis posé la question, quel rapport? Quel rapport y a-t-il entre la peine de mort et le port d'armes à feu? C'est d'ailleurs la question que je voulais vous poser et que vous avez courageusement fui. Vous avez aussi parlé d'un droit de vie et de mort sur son peuple. Encore une fois, quel rapport? Ce n'est pas l'État qui va s'armer, c'est seulement ses citoyens. Et ces citoyens français, je vous le rappelle, ils ne sont pas fous, madame. Je sais que vous en avez peur. Je sais que dans l'opposition, vous en avez particulièrement peur, parce que vous venez de Paris, et que du haut de votre tour d'ivoire, ce peuple, vous l'avez perdu de vue depuis longtemps. Ce peuple qui a bouté les Anglais hors de France, qui a résisté au totalitarisme, ce peuple qui a su placer... Ce peuple qui a su placer toute sa confiance dans le général de Gaulle, si cher à monsieur le recteur. Ce peuple qui a sauvé la France, vous en avez peur, madame, je vous le dis droit dans les yeux, pas besoin de prompteur pour cela. Alors, monsieur le deuxième député de l'opposition, vous avez parlé de mots de guerre qui seraient sortis de la bouche des membres du gouvernement. Je cite, colibé, une citation de François Valéry. Ouh là là. Monsieur, ce ne sont pas des mots de guerre, ce sont des mots de vérité. Des mots de vérité que vous ne voyez pas encore et toujours du haut de votre tour d'ivoire. Vous avez parlé des chasseurs. Dans notre région, ça nous est bien cher. Et vous avez pris un cas isolé. Vous avez aussi parlé de notre cas, je ne m'en souviens plus. Ce sont des cas isolés, et vous dites, oh, ça arrive tous les jours en France. Oui, ok, ça arrive tous les jours en France. Bon, on ne sait pas trop d'où ça sort, cette statistique, mais ça arrive tous les jours en France. Vous avez osé parler de démantèlement de l'État, de justice privée. Mais monsieur, certainement pas. Peut-être que si vous aviez écouté le cher ministre du gouvernement, qui, je dois l'avouer avec une certaine élégance, l'a dit, il nous a parlé des garanties strictes, la nationalité, être saint d'esprit, comme un professeur de droit, ou peut-être pas. Mais dans tous les cas, faire preuve de garantie de la part du gouvernement, c'est démontrer que nous sommes soucieux du peuple. Je prendrai votre question juste après, je termine sur un exemple. Le Canada, beau pays, c'est vrai qu'il y fait un peu froid. Ce pays connaît, vous l'avez dit, monsieur le ministre, 88 armes pour 100 habitants, ce qui est à peu près similaire au taux américain. Et pourtant, il a un taux de meurtre par arme à feu. Je sais que vous ne m'écoutez pas, cher membre de l'opposition, mais je continuerai quand même mon discours. Eh bien, le Canada, mesdames et messieurs, aurait une législation, si nous adoptons cette loi, moins restrictive que nous. Alors, je vous le demande, mesdames et messieurs, pourquoi est-ce qu'en France, il y aurait un taux similaire à celui des États-Unis? Je sais que vous aimez les lapalissades, c'est-à-dire les répétitions inutiles. Alors, je me permets de vous le dire, les États-Unis, ce n'est pas la France. Voilà, ça c'est pour vous. Mesdames et messieurs, je prends votre question, monsieur. Vous dites que le peuple français était celui qui avait bouté les Anglais hors de France. Vous dites que le peuple français est celui qui a bouté les Allemands hors de France à la Première Guerre mondiale. Mais c'est aussi ce peuple qui a tondu les femmes qui couchaient avec des boches. C'est aussi ce peuple qui criait à mort au passage de... Oui, votre question, monsieur, j'écoute votre question, là, vous dites n'importe quoi. C'est ce peuple qui a tué son roi. Voulez-vous vraiment donner une arme à Monsieur, ce peuple? peut-être êtes-vous royaliste, vous en avez la tête. Quoi qu'il en soit, si vous me permettez, vous avez osé critiquer le peuple français.
essayé de me faire taire. Mais moi, monsieur, on ne me fait pas taire. Alors, mesdames et messieurs, je serai très bref. Vous avez parlé de peur, monsieur le traître. Oui, nous écoutons le peuple. Le peuple, nous l'écoutons quand il nous acclame, il ne vous acclame pas. Quand il nous soutient, quand il nous fait confiance. Mais nous l'écoutons aussi quand il a peur, quand le peuple fait part de sa terreur, quand il ne se sent plus en sécurité. Je vous le dis, oui, nous agissons. Alors, mesdames et messieurs, je conclurai très brièvement. Certes, les temps sont durs. Le contexte social et économique nous laisse entrevoir un avenir incertain. Mais, mesdames et messieurs, cet avenir qui est incertain, imprévisible, cet avenir qui est rempli d'obstacles, le peuple saura y faire face. Parce que le peuple français, riche de son histoire, fort de sa sagesse et de sa solidarité, saura relever cet immense défi. Il sera le dernier à parler. Veuillez accueillir le secrétaire général de l'opposition. Citoyens, citoyennes, citoyens présidents, citoyens députés, le 13 novembre, je peux vous en parler, je l'ai vu finir. J'ai vu une place d'une république ensanglantée, une place en deuil. J'ai vu un peuple fuyant dans les rues avec les yeux qui évitaient le regard des autres comme si tout le monde était un suspect. Et s'il y a une chose que je peux vous dire dès le début, puisque nous ne sommes qu'au début du débat après tout, s'il y a une chose que je peux vous dire dès le début, c'est qu'il y avait eu des armes dans le Bataclan, s'il y avait eu des armes chez Charlie, ça n'aurait pas été une sorte de sécurité supplémentaire, ça aurait été pire. Ça aurait été pire parce que dans une foule, dans un concert, suffirait d'un terroriste avec une Kalachnikov qui tire un coup, et ensuite tout le monde sort son gun, et comme ça dans la peur, c'est pas drôle. Comme ça dans la peur, tout le monde se tire dessus, et au lieu d'avoir 130 morts, on en a 2000, parce que quand on est tous armés, et que un coup de feu éclate, alors tout le monde tire. Et tous ces tirs, je ne veux pas les entendre, et on se passera des tirs que vous nous proposez pour la France. Parce que, oui, vous avez cette idée assez curieuse, en définitive, de penser qu'en mettant plus d'armes, en définitive, en circulation en France, en libéralisant l'accès aux armes, il y aura moins d'accidents et plus de sécurité. C'est quand même assez curieux comme idée, et je m'interroge de comment ça marcherait. Et au lieu de commenter votre humour noir et puis vos petits chants avec Paul Valéry, j'ai relevé les deux points du débat qui étaient vraiment fondamentaux, et je me suis dit, d'un côté on a l'économie, qui se fait face au danger, et de l'autre côté, on a l'idée d'armer la peur contre une prétendue sécurité. En ce qui concerne l'économie face au danger, vous êtes prêts à créer, je cite, 10 000 emplois sur 2 millions de chômeurs. Mais le problème moral qui se pose, c'est que c'est une goutte d'eau dans tous les chômeurs. Les emplois aidés, c'est même mieux que ces 10 000 emplois. C'est une goutte d'eau dans le chômage, et pourtant, moralement, vous êtes prêts à laisser vos concitoyens s'entretuer. Il y a un problème fondamental quand on est prêt à accepter quelques euros en échange du sang de ses compatriotes. On ne peut pas laisser ce genre de choses se faire. Depuis quand est-ce que l'État est devenu un esclave du capitalisme à ce point? Je fais de l'économie, je m'y connais. Depuis quand l'État est capable, lui qui représente l'intérêt général, il est capable de troquer des vies pour de l'argent? C'est scandaleux. Je vous écoute. Monsieur, vous venez de dire, Je vous écoute. avec beaucoup d'attention, je vois que vous m'écoutez, que nous allons armer tout le peuple français. Mais monsieur, les statistiques que nous occupons, cher ministre, vous avez dit, avec beaucoup d'élégance, ces statistiques, elles prévoient seulement que 200 000 seraient vendus dans les 10 ans. 200 000 sur 66 millions de Français. Il y a un problème. Beaucoup. Non, j'ai entendu votre question. J'ai entendu votre question. J'ai entendu monsieur, je suis représentant du peuple tout autant. Écoutez, si vous avez entendu la question de monsieur le ministre avec autant d'attention que moi, vous verrez qu'il y a tout de même une contradiction fondamentale entre la motion qui consiste à dire
nous allons laisser la vente d'armes et le port d'armes libre, et votre discours qui consiste à dire oui, seulement 200 000 armes. Il y a un problème quelque part. Soit c'est la vente d'armes libres, soit c'est 200 000 armes, des armes de chasse. Enfin, arrêtez de vous contredire. Merci. C'est pas ce qu'on a dit. Écoutez, je suis pas communiste. J'ai pas l'intention de partager mon temps de parole. Finalement, pour conclure, en ce qui concerne les arguments, vous opposez une prétendue sécurité, et de l'autre côté, on vous dit que vous êtes en train d'armer la peur. Pourquoi est-ce que vous armez la peur au lieu de rendre les gens en sécurité? Pour une raison très simple, parce qu'au moment de tirer, quand vous êtes dans le feu de l'action, vous avez peur. Au moment d'utiliser votre arme, c'est quand vous êtes le moins rationnel. Au moment de vous défendre, c'est le moment où vous pourrez tirer sur tout ce qui bouge et créer des dommages collatéraux qui seront scandaleux. Alors même si votre loi est efficace et que l'agresseur se fait tuer, vous tuerez quand même d'autres personnes. Et je préfère voir un combat difficile contre la lutte et contre les armes que de voir mes compatriotes s'entretuer. Je vais conclure quelques considérations générales. D'abord, je vous fais remarquer que vous n'avez pas à rire sur des questions aussi graves que les armes. On ne partage pas ce genre de choses. Et pour revenir sur un point du débat, bon, États-Unis, Canada, mais comparaison n'est pas raison. Il y a plusieurs types d'exemples. Vous nous dites qu'on ressemblera au Canada. Nous, on a peur de se retrouver aux États-Unis. Est-ce qu'on a vraiment envie de prendre le risque? Est-ce qu'on a envie, parce que ça nous concerne fondamentalement, à cause d'une cagole dont on était amoureux, de se retrouver à tuer un mec, ou je sais pas, on peut tous péter un plomb, c'est normal. Et maintenant, puisque je sais que je dois conclure, vous me regardez avec un air insistant, je vous dirais simplement que notre peuple est sans doute sage, vous l'avez rappelé avec brio, mais que la dernière fois où nous avons été armés, j'en reviens à mon âme de poète, la dernière fois où nous avons été armés en tant que peuple, ces lignes ont pu être écrites. Quoique jeune sur la terre, je suis déjà solitaire parmi ceux de ma saison, et quand je dis en moi-même, où sont ceux que ton cœur aime, je regarde le gazon. Merci. J'invite le gouvernement et à l'opposition à se rendre sur l'estrade. Le jury va pouvoir leur poser une question. Allez-y. D'accord. On va faire comme à la vente aux enchères, vous m'indiquez lequel. Comme dans les c'est ça. Monsieur le Premier ministre, dans votre discours, vous avez dit que la loi que vous proposez est une loi d'amour. C'est bien cela? C'est bien cela. Vous vous souvenez que le prince Jules de Polignac, en 1830, pour justifier les ordonnances de Charles X qui mirent fin à la liberté d'expression, a dit que c'était une loi d'amour. Ça s'est terminé par une révolution de 3 jours qui a renversé le régime. Que pensez-vous de cette perspective? Je pense que déjà cette perspective est un petit peu ancienne. Nous sommes en 2016, inutile de vous le rappeler. Avec tout le respect qui vous est dû, monsieur, je me permettrai de dire que c'est une loi d'amour. Pourquoi? Car, comme l'a mentionné le secrétaire général de l'opposition, à Paris, on a vu de l'horreur. Mais quelques jours après, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu de l'amour. Et je pense que, sincèrement, l'acte par lequel nous défendons nos concitoyens, si nous sommes armés, eh bien, c'est là l'acte de l'amour. Merci, monsieur. Une question à Madame le Premier député, c'est ça votre titre, je crois, de l'opposition. Vous contestez ce projet de loi. Il est aussi présenté sous un angle économique. Vu le nombre d'étudiants en droit qui ne cesse de croître,
et qui ne trouve pas de débouché, ne pensez-vous pas qu'avec les débats interminables que cette loi ouvrira sur la légitime défense, ce serait un moyen de donner de l'emploi à tous ces pauvres étudiants en droit? Cher monsieur, je considère au contraire que cette loi viendrait redéfinir les contours de la légitime défense. Et cette redéfinition n'appartiendrait pas aux avocats, mais bien aux magistrats. Et c'est cette redéfinition qui serait dangereuse, puisqu'elle ne ferait finalement que augmenter les risques de bavure, aussi bien policières que chez les particuliers. Ma question s'adressera au secrétaire général du gouvernement. Monsieur le secrétaire général, nous avons bien entendu les intérêts économiques, sécuritaires du projet de loi que vous soumettez à l'Assemblée nationale. Un point me semble manquer toutefois, un point qui m'étonne de n'avoir entendu de votre bouche et de celle du Premier ministre et des ministres députés représentant la majorité. Avec tout ce plan qui va se balader dans la nature, avez-vous envisagé l'étude d'impact écologique de votre mesure? Ai-je envisagé l'étude d'impact écologique sur notre mesure? C'est une question qui se pose en effet. Pourquoi? Eh bien en effet, vous l'avez très bien dit, ça déverserait du plomb. Et ce serait l'occasion de développer des armes écologiques pour pouvoir tuer tranquillement, sans faire mal à Dame Nature. Et monsieur, avons-nous envisagé cela? Je dois vous dire que le gouvernement, étant soucieux des Français, nécessairement il hiérarchise leurs intérêts. Et qu'au-dessus de l'écologie, il y a d'abord la sécurité, car la sécurité, monsieur, s'il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas de liberté, monsieur. Et notre devise française, égalité, fraternité, liberté. Voilà pourquoi nous faisons cela, monsieur. Voilà pourquoi nous hiérarchisons cela. Parce que la sécurité et donc la liberté passent avant l'écologie. Tout simplement. En deux parties qui s'adresse au chef de la majorité, au chef de l'opposition. Si j'ai bien compris le débat, monsieur le Premier ministre, vous dites, pour appuyer ce projet de loi, mais moi les dingues, je les soigne, je m'en vais leur faire une ordonnance et une sévère, je vais leur montrer qui est Raoul. Aux quatre coins de Paris, qu'on va les retrouver éparpillés par petits bouts, façon Peuse. Mais monsieur le député de Paris, messieurs les députés de Paris, Paris n'est pas une fête. Vous êtes en train de donner comme argumentation contre le gouvernement l'argumentation suivante. Quand on vous aura éparpillé façon Peuse, pulvérisé, dispersé, ventilé, vous direz quand même à votre femme, qui vous dira pourquoi t'as pas d'armes. Mais le gouvernement a dit, j'ai répondu au gouvernement, moi, touche pas au Grisby. Les armes. C'est votre seul argument? Pas du tout. Écoutez, une chose est claire, c'est que je n'ai jamais entendu le procureur parler comme ça avant. La prof de droit, peut-être prof d'histoire des institutions politiques et sociales de l'Antiquité.
vérité, l'argument est que je vais passer sur un argument que je n'ai pas eu le temps de développer, mais qui est vraiment très important, et vous aussi, vous pourrez en témoigner. C'est que très souvent, les gens, quand ils ont leur pensée criminelle, avant de passer à l'acte, ils se posent des questions, énormément de questions. Et lorsqu'on arme ces personnes qui peuvent être désespérées parfois, et parfois il en faut très peu pour faire tomber la dignité d'un homme, et vous pouvez en témoigner. Et je suis sûr, vous êtes procureur, là, vous avez parfois il suffit d'un divorce qui se passe mal. Il suffit d'être licencié, il suffit de se faire agresser dans la rue une fois. Et parfois, lorsque tous ces faits se mélangent entre eux, ça peut créer un véritable monstre qui est dans la nature humaine. Et donner une arme à ce monstre en puissance dont on ne peut pas sonder l'intention, c'est ça le plus grand danger de cette loi. Et je disais, vous aussi, vous le savez sans doute, parce que j'imagine que dans votre carrière, vous avez forcément dû devoir faire un réquisitoire contre un homme qui avait tué sa femme, qui avait tué... Excusez-moi. Vous êtes prof, mais en tant que professeur, vous avez sans doute dû assister. Vous avez sans doute dû assister à ça. Voilà, pour dire qu'on est tous potentiellement un monstre, on ne le sait pas tout de suite, il suffit d'attendre que la réalité nous frappe pour que nous nous rendions compte de notre bestialité interne. Et très franchement, ça peut détruire un homme, ça peut détruire des familles, et c'est ça qu'il faut retenir ce soir, c'est que donner une arme, de nous donner une arme, c'est de nous donner l'opportunité de nous transformer en bêtes. Merci. Est-ce que je peux avoir la réponse du président Raoul? Eh bien, madame, je répondrai ce soir, madame, que c'est pas facile de traiter un pareil sujet, mais que je pense qu'on a tous compris la nécessité, si on installe le port d'armes, de sécurité et d'emploi qui en suit. Voilà, c'est un débat restreint à défendre, mais je pense qu'on a fait notre boulot. Merci. Alors, Monsieur le Premier ministre, je voudrais que vous me rassuriez sur la constitutionnalité de cette loi. Car je vois deux motifs d'inconstitutionnalité possible. D'une part, l'atteinte au principe d'égalité, car la loi que vous proposez est clairement discriminatoire. D'autre part, l'atteinte au droit à la sûreté, et ce droit à la sûreté, c'est le droit de ne pas finir façon puzzle. Des jolis mots. Tout d'abord, le principe d'égalité que vous mentionnez et que vous avez tout à fait raison de mentionner. Non, nous ne proposons pas une loi discriminatoire, mais une loi sélective. Je pense qu'il y a de nombreuses sélections qui sont effectuées aujourd'hui en France, quand vous passez votre permis, quand vous passez votre bac, quand vous voulez rentrer à l'université et en sortir. Il y a une sélection. L'atteinte au principe de sûreté, c'est ça. Eh bien, nous voulons renforcer ce principe de sûreté et donner du pouvoir à nos citoyens qui ne réclament que ça aujourd'hui, finalement. Et la sûreté peut certes être assurée par l'État, mais aussi par les citoyens eux-mêmes. Je vous remercie. Alors, ma question va pas le Premier ministre, le premier des ministres, de ce magnifique gouvernement. Ça marche ou pas? Oui. Non? Mais je peux peut-être parler plus fort alors. De ce magnifique gouvernement, je suis venu, j'étais contre les armes, et alors votre monde est absolument extraordinaire.
des guns en tête de gondole, des commissaires aux armes à feu un peu partout dans la rue. C'est Kubrick et parfois un peu lubrique quand on va sur le rapport avec le fusil. On a presque l'impression que les femmes n'auront plus leur place. Et vous finissez par cette phrase extraordinaire, et c'est pour ça que je vous pose la question à vous. Un Français armé, c'est un Français libre. Alors, ma question, elle est la suivante. Quelle est la liberté d'un Français armé face à un autre Français armé, et peut-être pire encore, quelle est la liberté d'un Français armé face à un étranger qui ne peut l'être? J'ai entendu votre question. Et vous avez donné une belle image de la société que notre loi cherche à donner. Et n'est-elle pas magnifique? Vous nous dites, vous me demandez si un Français armé, quand serait la liberté d'un Français armé contre un autre Français armé? Mais monsieur, la plus grande liberté de l'homme, je pense que c'est sa liberté elle-même. Comme disait Jean-Paul Sartre, on est entièrement libre. Donc, celui qui sera le plus libre des deux, c'est celui qui tirera le premier. Ensuite, vous m'avez dit que un Français armé serait plus libre qu'un étranger qui serait non armé. Mais monsieur, encore une fois, l'homme a une entière liberté. L'étranger, s'il devient français, pourra obtenir son arme. Et peut-être pouvoir tirer lui aussi en premier. Oui, encore? Oui. Allez, fumer une clope, hein, il y en a pour 1 heure. Mais j'ai une question métaphysique. Vous avez parlé d'industrie de l'armement, mais qu'est-ce que vous allez faire des vieux fusils une fois qu'ils auront tiré leur coup? Eh bien, madame, je suis ravi que vous ayez posé cette question, car les vieux fusils seront justement des morceaux d'histoire. Des morceaux d'histoire auxquels on pourra toujours se rattacher. Ces petits instants, ces petits moments que l'on pourra retrouver en ouvrant des musées. Si plaider c'est bander et convaincre c'est jouir, ce soir, on s'est sacrément fait plaisir. On les applaudisse. Arrive l'heure fatidique. Nous allons vous demander de bien vouloir patienter quelques instants. Le jury va se retirer afin de délibérer. Et dans quelques minutes, vous saurez qui d'Aix ou d'Assas a remporté ce grand débat. À dans quelques minutes. Que le public se lève pour l'entrée du jury, s'il vous plaît. Nous avons été fidèles à notre renommée, puisque le public d'Assas vous remercie, et nous également, toute l'équipe d'Assas vous remercie pour votre gentillesse et pour votre chaleur et pour être un public aussi phénoménal. Merci à vous. Vous pouvez vous applaudir, cher public.
Maintenant, roulement de tambour, s'il vous plaît. C'est l'heure des résultats. On va annoncer d'abord l'oratrice ou l'orateur de ce soir, qui est, roulement de tambour, Manon Tapie. Et le grand vainqueur du débat de ce soir, opposant ex-éloquence à Révolte-toi Assas et roulement de tambour, ex-éloquence. Bravo les gars. Un grand bravo à Assas. Le jury a vraiment eu du mal à prendre sa décision. Ça s'est joué au dernier moment. On a tiré un pile ou face. Non, c'est pas vrai. Ça s'est joué vraiment au dernier moment. Félicitations à eux, félicitations à vous et à très bientôt pour un prochain événement. S'il vous plaît, avant de partir, cette victoire ne serait évidemment rien sans le travail de Baptiste, le travail de Pierre, le travail de Yannick, le projet de